Bonjour à tous. La conférence que je vais donner aujourd'hui, c'est parler de low code, no code, et voir que permettent vraiment ces technologies. Alors, je suis Anthony Zaetti, je suis cofondateur et directeur technique de la société Action Code à Metz. Alors, lorsqu'on a un besoin de digitalisation, il est tout d'abord naturel de vérifier si un logiciel répondant à votre cahier des charges existe sur le marché. C'est quelque chose qu'on fait très naturellement. Ça peut être un logiciel qu'on va installer sur sa propre machine ou un logiciel qu'on veut dans le cloud, par exemple. Puis lorsque vous n'avez pas trouvé le bon logiciel, je vais peut-être vous surprendre, mais cherchez encore. Peut-être vraiment que le logiciel existe. Bon, vous êtes certain qu'il n'existe pas, alors vous allez définir vos exigences, vos besoins, votre cahier des charges. Et donc, il faut faire développer le logiciel. Donc là, vous demandez à qui va développer mon logiciel. Alors, si vous êtes dans une entreprise avec un service informatique interne, vous allez demander à cette équipe de le développer. Et puis sinon, à un développeur, une prestataire externe pour faire le développement. Alors, dans les deux cas, bien sûr, vous allez présenter votre cahier des charges pour qu'on puisse vous estimer le travail à réaliser, toutes les phases, la conception, maquettage, le codage, les tests et le déploiement. Et puis voilà, vous avez développé votre logiciel sur mesure, rien qu'à vous, et qui répond parfaitement à vos besoins. Alors mais voilà, mais quelquefois ça ne se passe pas aussi bien. Alors le service informatique n'a peut-être pas les compétences, il n'a pas le temps de regarder votre cahier des charges, souvent c'est la réponse qu'on va vous donner. Et puis, si c'est un prestataire externe, vous avez du mal à trouver un prestataire de développement qui est sérieux quand vous en trouvez. Et il peut proposer, vous avez des devis qui vont du simple au triple, et vous ne savez pas faire la différence et choisir le bon. Alors bien sûr, vous avez choisi le moins cher, et puis qui est parti dans le développement sans passer par des phases précises de spécification, et vous avez beaucoup de problèmes à remonter lors de votre phase de test. Ça, je pense que tout le monde a vécu ce genre de situation. Et puis, un petit rappel, j'aime bien le dire, mais 70% des projets informatiques sont des échecs. La principale raison, c'est le défaut de spécification. Alors, sommes-nous dans une impasse ou existe-t-il des alternatives? Eh bien, si vous êtes aujourd'hui ici, c'est que il peut en avoir. Alors, je fais juste aussi ce petit slide en plus. Dans le contexte actuel, on a aussi ce phénomène-là où vous avez des besoins croissants, et puis les développeurs s'accroît pas autant que les besoins. C'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte lorsqu'on va essayer de se diriger vers ce type d'alternative. Alors, l'utilisation d'une plateforme dite no-code ou low-code, je vais revenir un petit peu sur ce que c'est exactement. Donc peuvent être des alternatives à étudier, et qui suscitent un intérêt croissant depuis plusieurs années. Alors la promesse de ces solutions est de limiter le besoin en codage manuel. Utiliser un développeur, quelqu'un qui va faire le code pour vous par rapport à l'application que vous voulez développer. Et les développeurs, ils vont utiliser, ou les non-développeurs pour des plateformes low-code, vont utiliser ce type de plateforme pour ajouter des fonctionnalités. Des fois, certaines plateformes proposent juste des glisser, déposer de fonctionnalités dans une interface visuelle, des paramétrés. Voilà, donc ça paraît assez simple et accessible un petit peu à tout le monde. Et donc la plateforme, elle va coder directement l'application correspondante, alors soit entièrement, c'est ce qu'on va appeler le no-code, ou soit en partie, ça va être le low-code. Alors si vous avez des besoins qui sont, je vais donner des exemples de besoins, mais des besoins qui sont plutôt simples, avec peu d'interactions, avec des bases de données internes ou des applications tierces, ou alors vous avez vos besoins se situent plutôt sur finalement de l'automatisation de certaines tâches, vous allez pouvoir vous diriger sur des plateformes no-code. Donc la promesse, c'est de la rapidité, une réduction des coûts et de productivité. Alors no-code, finalement, c'est déjà un peu partout, avec des types d'usage. Je disais l'automatisation, réaliser des tâches répétitives, automatiser des processus,
Il y a un outil qui existe depuis maintenant pas mal d'années qui s'appelle Zapier, qui permet d'automatiser des choses. Vous avez un formulaire, je sais pas, que vous avez créé avec Google Forms. Vous allez utiliser Zapier pour finalement, je sais pas, déclencher un envoi d'email, faire des séquences de choses à votre place. Alors un autre usage, pour créer des applications, des petites applications sans forcément de code, assez simples, et donc des outils comme Bubble, je crois qu'il y a d'ailleurs une conférence sur Bubble demain, qui permettent de créer des applications sans codage. En termes de productivité, on va finalement retrouver un petit peu tous les outils de gestion de projet, bureautique, des outils simples d'utilisation qui vont vous aider finalement sans coder à avoir du résultat. Alors, il y a aussi un truc que je veux dire sur la partie no code. Il y a 15-20 ans, quand on avait un besoin, même une gestion de projet, on demandait à des développeurs de coder une gestion de projet. Aujourd'hui, plus personne se dit je vais demander à une équipe de développeurs de coder une gestion de projet. Il y a tellement d'outils qui existent pour gérer des projets en ligne, etc., qu'on ne se pose même plus la question. Mais donc finalement, on n'a pas besoin de développeurs et de coder quelque chose ou de demander à quelqu'un de coder quelque chose pour ce genre d'utilisation. Donc je les classe quand même, tous ces outils-là, dans le périmètre du no-code. Alors d'autres usages aussi, et c'est un peu la même chose sur les sites web. Aujourd'hui, quelqu'un veut démarrer une activité, créer un site, il va se diriger vers des outils comme par exemple Weebly pour aller simplement créer un site. Il n'y a même plus besoin de demander à son cousin de lui créer le site. Il peut le faire tout seul. Okay. WordPress, quelque part, c'est aussi, même si c'est déjà assez ancien, c'est déjà aussi un outil no-code. Hein. Je rappelle qu'il y a 15-20 ans, on était obligé de demander à quelqu'un pour créer un site web. Aujourd'hui, tout seul, je peux le faire. Donc on est bien dans du no-code. Pareil, des landing pages, quand vous faites une campagne, etc., là, plus besoin de demander à quelqu'un de vous développer une page spéciale avec un formulaire pour prendre des contacts. Souvent, on pouvait faire des optimisations, des choses comme ça. Donc il y a aussi des services pour ça, sans besoin de coder. Puis je terminerai aussi sur la partie newsletter. Aujourd'hui, plus personne se dit j'ai besoin d'envoyer une newsletter, je vais demander à des développeurs de me coder un envoi d'email en masse. Il y a des Mailchimp, il y a plein de plateformes qui permettent de faire ça. Pareil, souvent, peut-être vous avez déjà entendu le terme API. Il y a des services qui permettent de créer des API qui peuvent être connectés à un tableur Google ou d'autres solutions aussi simples d'utilisation, et vous pouvez pour fournir finalement à travers une API vos données assez simplement sans coder. Pareil, Airtable, qui est un exemple très connu aussi pour créer de la base de données en ligne sans devoir avoir un serveur de base de données. Et puis un autre exemple aussi, où on n'a pas besoin de coder quelque chose, c'est des chatbots. Où on peut assez facilement paramétrer des outils de chatbot à mettre sur son site, par exemple. Donc on voit bien qu'au final, si je fais un site WordPress, que je vais mettre des plugins qui vont me faire un formulaire, je vais intégrer un service de chatbot, etc. Et finalement, je vais construire quelque chose en no-code sans besoin de recourir à des développeurs. Donc ça change quand même la vie de beaucoup de personnes, notamment dans les entreprises où il y a un service marketing, etc., sont assez finalement indépendants et n'ont plus besoin de développeurs pour les aider à réaliser ce genre de tâches. Alors forcément, il y a quelques inconvénients, il faut un peu modérer aussi ces attentes. Donc la rapidité est intéressante. Alors il y a quelques inconvénients qu'il faut garder quand même à l'esprit pour ne pas accumuler en fait de la dette technique excessive. Donc les options d'intégration avec vos outils existants qui peuvent être limitées, voire décevantes. Combien de fois, si vous êtes dans une entreprise et que vous avez une base de données existante sur une autre application et que vous voulez intégrer en fait ces données-là dans une plateforme no-code existante, quelquefois c'est très difficile, voire impossible. Et donc il faut bien, lorsque vous allez spécifier vos besoins, prendre en compte ce genre de considération pour pas vous retrouver à commencer quelque chose et puis finalement être bloqué parce que vous n'avez pas la possibilité d'intégration. Le manque de personnalisation, souvent on veut des choses sur mesure qui répondent pile à un design, à une ergonomie précise. Certains
voilà, le logiciel et l'outil no-code vont être assez simples et avec un manque de personnalisation. Quelquefois, c'est pas du tout gênant. Ça peut être pour, par exemple, faire un POC ou un petit projet. Ça peut ne pas être bloquant, mais quelquefois, ça l'est. Et puis, il y a peut-être un peu plus important, des problèmes de sécurité aussi, de fiabilité. Finalement, dans des outils no-code, vous ne contrôlez pas grand-chose. C'est souvent des services qui sont hébergés dans un cloud. Si l'éditeur de la plateforme no-code ferme, finalement, vous perdez votre application et vous n'avez pas de code, donc ce n'est pas quelque chose qui vous appartient vraiment. Donc ça, c'est aussi à analyser par rapport à vos besoins. Si c'est une application qui est stratégique, si les données sont sensibles et que vous avez une totale sécurité, forcément, vous n'allez pas vous tourner vers des solutions no-code. Sur la partie low-code, on va retrouver finalement les mêmes avantages que le no-code, mais en fait, c'est juste la cible qui est différente. On va plutôt cibler les développeurs pour améliorer en fait la qualité des logiciels. On va améliorer aussi la productivité. Donc ça, c'est vraiment orienté sur les développeurs. Donc l'idée, un low-code, c'est la plateforme va coder une partie de votre application. Il y a une partie qui reste finalement à coder par des développeurs, parce qu'il y a quand même un côté technique que n'a pas bien sûr les plateformes no-code, où là, n'importe qui peut coder. Ce qu'on appelle les citizen développeurs. C'est n'importe qui n'est pas développeur et qui maîtrise à un moment donné aussi l'outil, peut créer une application sans faire de code. Sur le low-code, c'est un peu différent. On a quand même une cible qui est quand même orientée sur les développeurs. En sachant que si vous interrogez les développeurs, il y a des études là-dessus, il n'y a que 7% de développeurs qui souhaitent utiliser des plateformes low-code. Parce que bon, quand on code, quand on aime coder, on n'aime pas qu'on nous mâche le travail, en partie, on aime bien comprendre en fait toutes les mécaniques, tout le système sous-jacent, etc. Voilà. Et pour certaines situations, ça peut très bien convenir. Alors, quelques outils les plus connus, OutSystem, Appian, Mendix. Donc voilà, ça c'est des solutions qui marchent très bien, qui sont sur le marché. Donc, comme je disais, orienté développeur, il y a quand même un temps de formation sur ces outils, c'est pas non plus ultra naturel. Et il y a des problématiques aussi à bien regarder, notamment le modèle de tarification qui se base souvent sur le nombre d'utilisateurs de vos applications. Quand vous créez une application avec des solutions en low-code, si vous avez 100 000 utilisateurs, par exemple, ça peut revenir très 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 cher. D'accord ? Maintenant, c'est une application interne qui est dédiée à peut-être 10 personnes dans l'entreprise, il n'y a pas de problème. Et finalement, au-delà du prix important qu'on peut avoir certaines plateformes, low-code, et du temps de formation, pour moi, les inconvénients, en fait, que je vois, c'est surtout autour des développeurs qui, à un moment donné, devront faire le choix soit de se spécialiser sur une plateforme donnée, ou soit finalement de maintenir leurs compétences techniques de codage classique, je dirais, au cours du temps. Parce qu'une fois que vous retournez sur le marché du travail, que vous avez fait 10 ans sur une plateforme low-code, et que vous avez codé peut-être 15-20% de votre temps, et le reste du temps, vous avez simplement créé des modèles, ou glissé, déposé des choses, il faut se dire qu'est-ce qui se passe après quand je retourne sur le marché de l'emploi. Soit je suis spécialisé sur une plateforme, et c'est très bien, vous mettez votre CV 10 ans OutSystem, et puis vous trouvez une boîte qui fait d'OutSystem et tout va bien. Soit il n'y a pas ces opportunités-là, parce que c'est pas depuis, je rappelle, 7% des développeurs qui veulent utiliser des solutions low-code. Donc, si vous êtes coincé techniquement parce que vous avez fait ça longtemps, il va falloir soit se remettre au bout du jour, ou soit essayer de maintenir ses compétences au fur et à mesure du temps pour ne pas les perdre. C'est surtout ça le problème que je vois moi sur les solutions low-code pour les développeurs. Finalement, quel avenir pour le sur-mesure ? On a parlé au début, j'ai une application à réaliser, je vais la faire sur mesure, mais j'ai des problèmes, etc. Donc je vais trouver des alternatives pour aller plus vite, parce qu'à chaque fois que je demande quelque chose, on me dit j'ai pas le temps, ou je trouve pas le bon prestataire. D'accord ? Donc on peut se dire, finalement, il n'y aura plus de sur-mesure un jour avec toutes ces plateformes. D'emblée, les avantages des plateformes, ils sont indéniables, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je suis entièrement d'accord avec ces plateformes et les stratégies de ces plateformes. On gagne du temps sur certaines parties, certains besoins.
Et en fait, le choix, il va se faire en analysant très sérieusement en fait, les bénéfices et les inconvénients à court, moyen et long terme de vos besoins. Et donc, le sur-mesure, en fait, ça va rester la solution à privilégier lorsque votre application a besoin de répondre parfaitement et complètement à vos besoins. Vous êtes vraiment intégré soit dans un système d'information, ça souvent dans les grandes entreprises, on a ce genre de besoin parce qu'on va avoir des interconnexions très fines à faire. Voilà, on veut interfacer de façon la plus optimisée possible avec d'autres outils de l'entreprise. Et puis, voilà, si on veut garder aussi une maîtrise totale sur la sécurité de ces données, un avantage concurrentiel. Donc, il faut se dire qu'une application, elle a une valeur en fait dans l'entreprise. Quand on veut développer une application sur mesure, ça coûte de l'argent forcément pour la développer. Elle apporte de la valeur ajoutée finalement à l'entreprise et les startups par exemple qui développent des solutions, voilà, toute la valeur finalement de l'entreprise réside autour en fait des applications qu'elles ont développées. Donc ça a une vraie valeur en fait, alors que une solution no-code, si vous faites une application avec une solution no-code, la valeur est un peu moindre dans le sens où ça ne nous appartient pas. Vous avez peut-être une licence, vous avez peut-être un droit d'utilisation. Mais si l'éditeur change de stratégie ou arrête sa solution, vous avez perdu finalement votre application. Donc ça reste quand même une valeur dans l'entreprise, quelque chose qui se valorise. Le sur-mesure a encore de beaux jours devant lui. Finalement, en conclusion, je dirais qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser vraiment les besoins. C'est pas un défaut, j'allais dire c'est un défaut, mais c'est pas un défaut. Souvent, on va se jeter, excusez-moi l'expression, on va se jeter sur un outil no-code, on va commencer à glisser, déposer des choses, on voit qu'on a un résultat parce qu'on appuie sur un bouton et j'ai mon application, ça tourne, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc ça peut être des fois des côtés très bluffants, mais en fait on a complètement oublié ou occulté vraiment la phase en amont de réflexion, parce qu'on sait qu'on peut changer rapidement. Donc pourquoi écrire un cahier des charges, des spécifications, parce que vous pouvez finalement rapidement changer. Sauf qu'en changeant les choses, déjà, il y a une expérience utilisateur qui est un petit peu moindre, parce que les utilisateurs vont peut-être se plaindre parce que c'est pas totalement les bonnes fonctionnalités. Donc je leur dis, pas de problème, je vais refaire, et on rentre dans un cycle en fait qui est pas très bon. Donc vraiment prendre le temps d'analyser ce que vous voulez faire avant. Attention aussi à la dette technique. Donc la dette technique, c'est tout ce que vous accumulez comme dette au niveau de l'obsolescence, soit technique de l'application, une application qui n'est pas maintenue à jour, etc. On va accumuler de la dette technique, mais ça peut être aussi des questions de sécurité qui peuvent apporter de la dette technique. Et donc ces solutions, comme vous ne les maîtrisez pas, il faut aussi faire attention à la dette technique, mais c'est aussi vrai pour le sur-mesure. Une application que vous faites développer aujourd'hui, si vous n'avez pas prévu des mises à jour régulières du code, etc., mais au moins l'ambition de vérifier qu'il ne faut pas les mettre à jour, c'est aussi un problème. C'est-à-dire on fait développer, et puis on attend 3 ans, pendant 3 ans on l'utilise, puis à un moment donné ça ne fonctionne plus parce qu'il y a une mise à jour de quelque chose, et puis on se retrouve bloqué. Voilà, on a aussi accumulé finalement de la dette technique avec du sur-mesure, donc là il faut faire attention en fait aussi à ça. Et puis voilà, ce que je disais, c'est vraiment ne pas négliger les phases de spécification, que ce soit avec une solution no-code, low-code ou sur mesure, la phase de spécification est primordiale. Parce que le point que j'ai dit en premier, 70% des projets informatiques sont des échecs par manque de spécification, c'est vrai pour toutes les plateformes et le sur-mesure. Ça reste vrai. Et ça ne va pas changer en fait ça. Donc voilà un petit peu en conclusion mes 3 points d'attention.